Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nicolas Maduro, réélu pour un troisième mandat. L'opposition conteste les résultats du scrutin, revendique une victoire avec 70% des voix et demande un recomptage des voix. Le président du Conseil national électoral assure que les résultats sont irréversibles. Une nouvelle crise post-électorale semble s'ouvrir au Venezuela comme en 2017 et en 2019. De son côté, la communauté internationale se dit sceptique et les avis restent mitigés. Donc nous allons en parler de cet événement ce soir avec M. Ali El-Harichi. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, une nouvelle crise donc, qui semble s'annoncer, crise politique. L'opposition, donc Edmundo González, pourtant donc, qui était soi-disant en tête dans les sondages, semble donc aujourd'hui avoir été vaincu par Nicolas Maduro, alors qu'on s'attendait à au moins 20 points en tout cas d'avance pour l'opposition. Comment est-ce qu'on peut justifier ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela et est-ce que la contestation est justifiée? Oui, dans le sens où les sondages donnaient donc l'opposition favori avec plus de 20 points par rapport au régime qui était sur place, la contestation reste justifiée, dans le sens où les sondages, ce n'était pas 1 point ou 2 points, c'était 20 points. Et maintenant, les résultats donnent donc le président sortant avec plus de 50% des voix, donc 52,5%. Ce qui se passe au Venezuela, ce n'est pas les premières élections où il y a eu contestation. Il y a eu contestation de par les élections qui se sont passées auparavant, c'est-à-dire en 2018, en 2012, avec le même président sortant, puisque c'est son troisième mandat, comme vous l'avez évoqué. Donc cette contestation reste, je dirais, légitime de par beaucoup de choses qui se passent au Venezuela. Le Venezuela est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de pétrole, et un grand producteur de pétrole, mais c'est un pays où la population est pauvre. C'est ça l'équation qui fait que l'étonnement parfois même des résultats. Comment un pays aussi riche, un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde, mais c'est un pays où la population vit c'est-à-dire au-dessous du seuil de la pauvreté pour une grande partie de la population. Une inflation galopante, grandissante, qui ne semble pas s'arrêter, une crise économique qui dure depuis un certain temps. Tout à fait. Parfois, quand on analyse la vie économique ou la politique économique du Venezuela, nous sommes devant un dilemme. D'abord, il n'y a pas beaucoup de chiffres, parce que c'est un pays très fermé, je dirais, où le système ne sort pas des chiffres. Je pense que l'un des derniers chiffres de balance économique, c'était en 2018. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffres sur lesquels on peut s'appuyer. Mais l'inflation ou l'hyperinflation existe. C'était après, je dirais, cette dynamique d'inflation que le monde avait connue. L'année passée, le Venezuela était l'un des pays où il y avait une hyperinflation. Ils étaient presque à 90%. Maintenant, on parle de 30-40% d'inflation. Et c'est un pays qui connaît un autre problème. S'il y a une trentaine de millions d'habitants au Venezuela, il y a un quart qui a émigré, qui a quitté le Venezuela. On parle de presque 8 millions, ou 7,7 millions qui ont émigré à cause de la pauvreté, mais aussi à cause du régime politique, qui est un régime très autoritaire. Donc, la contestation, il reste légitime, bien sûr, de l'opposition, puisqu'ils étaient donnés vainqueurs. Maintenant, et il y avait une déclaration même du président sortant. Il disait s'il n'est pas reconduit, il y aurait un bain de sang après les élections. Donc tout cela fait que même les pays voisins, on va en parler, et même qui sont à gauche, c'est-à-dire qui sont dans les représentants, puisqu'il y a eu cette année, c'est une année d'élection au niveau de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine, et il y a beaucoup de pays qui ont élu donc des présidents à gauche. Mais quand on voit les pays, c'est-à-dire qui contestent ces résultats, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, si vous voulez, donc du Chili jusqu'à l'Argentine, qui est à droite,
il y a eu des contestations de ces résultats. Et c'est pour cela une question se pose. Un pays où l'économie, une politique économique qui ne marche pas, c'est un pays rentier. Et on sait que les pays rentiers qui ont le pétrole ou le gaz, en général, leurs populations ne sont pas bien. Une contestation donc aujourd'hui légitime. Et puis un bilan du président sortant qui reste assez négatif. Tout à fait, l'économie. Puis, si vous avez un quart de la population qui quitte le pays, et c'est ce qui fait que quand on parle de 7,7 millions, et surtout par exemple le pays voisin, la Colombie, même s'il soutenait avant ce régime-là, il y a plus de 2 millions et quelques de Vénézuéliens qui ont immigré lors de ces 10 dernières années vers la Colombie, un pays qui a aussi des problèmes. Donc il ne peut pas accueillir plus de Vénézuéliens qui vont fuir leur pays ou qui vont quitter leur pays. Puisque, in fine, la politique économique ne réussit pas sur tout le monde. Il y a un régime assez fermé et toujours la question qui se pose, un pays riche, rentier, mais une société et une population qui ne profitent pas des richesses du pays. Et qui est en pleine crise économique depuis quelques années déjà. Donc selon le décompte officiel, vous l'avez dit tout à l'heure, le président sortant aurait récolté un peu plus de 5 millions de votes contre 4,4 millions pour Edmundo González. Les principaux soupçons concernent aujourd'hui les transmissions, au niveau en tout cas des résultats qui s'effectuaient par voie informatisée, sachant que le Conseil national électoral a reconnu donc une attaque terroriste au niveau du système informatique, ce qui peut mettre le doute sur les résultats, encore plus en tout cas, ou accentuer davantage ce doute. Bon, d'abord, celui qui préside le Conseil national électoral, il fait partie du parti. Des amis, ou si vous voulez, de l'entourage du président. Ils ont confirmé le résultat. Maintenant, la contestation qui se fait par l'opposition, c'est-à-dire pour eux, ils ont déjà des résultats de plus de 70% des bureaux de vote où ils se déclarent sortant avec plus de 6,7 millions de voix et non pas avec 4,5 millions. Et ce n'est que sur 70%, c'est-à-dire des bureaux qu'ils ont, où ils ont, c'est-à-dire les bulletins, ils ont récupéré les résultats de vote. Ce qui se passe, c'est que la demande, c'est qu'il y ait par rapport aux États voisins qui demandent, même le Brésil, qui est un allié, si vous voulez, ou un pays qui est quand même voisin, un pays qui connaît aussi l'immigration des Vénézuéliens. La déclaration du ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il faut avoir un recomptage, c'est-à-dire dans l'impartialité à l'échelon de tous les bureaux de vote. C'est-à-dire comme ça, on est sûr que ce soit vraiment le président sortant qui a remporté ses voix, ou bien est-ce que c'est l'opposition, comme ils le maintiennent, ils le disent. Juste pour l'opposition, il faut dire que c'est vrai que le Urritera ou le candidat, le diplomate qui se présente contre Nicolás Maduro était un choix où toute l'opposition a donné sa voix à ce candidat, mais surtout celle qui préside l'opposition, donc elle a été interdite et elle a été déclarée inéligible pour se présenter aux élections, ce qui s'est passé en 2012 avec un autre candidat. Il a été déclaré inéligible, non pas parce qu'il a été condamné, mais parce que le régime a considéré comme quoi elle était traître au pays, elle a commis des actes. Donc, mais c'est elle qui guide cette opposition-là. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions. D'une part, il y a le président sortant qui s'est déclaré vainqueur, l'opposition qui dit que c'est eux qui sont vainqueurs. Vous savez, dans une démocratie, le conflit politique, il se résout dans les urnes, pas dans la rue. Mais quand il n'y a pas d'acceptation des résultats de par les uns ou par les autres, on est dans un vrai dilemme de ce qu'on appelle la démocratie représentative. On va en parler de la rue tout à l'heure parce qu'il y a des manifestations qui ont eu lieu, un mort aux dernières nouvelles. Donc le Conseil national électoral qui dit que ces résultats sont irréversibles, donc qu'il n'y aura pas, qui ne seront pas en tout cas remis en cause au niveau officiel. Et puis donc cette transparence des élections qui est aujourd'hui remise en cause, comment réagit la communauté internationale ? La communauté internationale, on peut voir. D'abord déjà, au niveau des Nations Unies, le secrétaire général a dit qu'il faut
que les élections soient transparentes et qui répondent aux normes de ce qu'est la démocratie, c'est-à-dire la transparence, et surtout aussi que, je dirais, l'autorité responsable de veiller sur les résultats des élections, elle doit être vraiment neutre. Il y a eu la déclaration de représentants donc, du haut-commissaire de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui dit qu'il faut faire un recomptage pour savoir effectivement est-ce que ce Maduro a gagné ou bien est-ce que l'opposition a raison. Et on voit les pays, c'est-à-dire voisins, comme j'ai dit tout à l'heure, même les pays qui sont, je dirais, amis du Venezuela, du régime au Venezuela, ils ont des doutes, ils ont posé des questions. Et on a vu que par rapport au Brésil, comme j'ai dit, le président Lula, qui était proche du régime chaviste, de la gauche, il y a un mois, on a vu une forme de recul après les déclarations du président sortant, comme quoi, s'il ne gagnait pas, il y aurait un bain de sang. Donc, il y a des pays, bien sûr, qui soutiennent le Cuba, les inféodés, si vous voulez, de l'ancien... Le Nicaragua, avec Ortega. C'est l'ancien, je dirais, bloc de l'Est, ou les pays inféodés au bloc de l'Est. C'est des pays qui soutiennent, il y a certainement d'autres pays qui soutiennent donc, les résultats. Mais, comme vous avez dit, la communauté internationale est divisée. Mais dans l'ensemble, même au niveau de l'Amérique latine, même les voisins qui normalement ont toujours soutenu le programme bolivarien de Chavez et puis de son successeur, aujourd'hui, on a plus de 7 pays au niveau de l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Justement, Nicolás Maduro qui a annoncé le retrait de son personnel diplomatique dans ces 7 pays. Est-ce que ça peut accentuer la crise même au niveau international? Certainement, parce que déjà le Venezuela, il est isolé. Tout à l'heure, en parlant de l'économie, parfois, parmi les prétextes que dit le régime au Venezuela, c'est les sanctions imposées par les États-Unis. Mais si on voit réellement les sanctions, ils ne peuvent pas impacter. Certes, il y a des sanctions qui peuvent toucher un peu l'économie, mais tellement la crise économique, elle est tellement profonde au niveau du Venezuela, que ce ne sont pas réellement ces sanctions, c'est la mauvaise gestion de la politique économique et qui n'est pas du tout transparente. Je vous ai dit, c'est le dernier, bilan ou équilibre sur l'économie donné par le système, ça remonte à 2018. Il n'y a pas de transparence. Pas de transparence. Est-ce qu'on peut dire que ce bloc de l'Amérique latine est en train de se désolidariser aujourd'hui avec ce qui se passe au Venezuela? Oui, si c'est 7 pays, c'est quand même... Il y a le Mercosur, il y a des relations des pays, donc au niveau de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Parce que quand j'ai cité tout à l'heure Chavez, il est venu avec la révolution bolivarienne, après un siècle, on va la ressusciter et tout ça. Et ils sont partis dans cette voie. Mais avec les élections, cette année c'était une élection au niveau il y avait plus que 7 ou 8 pays où il y a eu des élections. On a vu un retour de la gauche, mais un peu plus du centre. C'est-à-dire, il y avait un certain équilibre, mais aujourd'hui, quand on trouve 7 pays, et même les pays qui sont proches du Venezuela, parce qu'ils subissent les conséquences de ces résultats-là, c'est l'immigration. Je vous ai dit, 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté sur 28 ou 29 millions d'habitants. C'est le 1 quart. Et il y a une pauvreté, une paupérisation au niveau d'un pays rentier riche, donc il y a risque d'immigration. La Colombie, il est submergé. Le Brésil peut être aussi submergé. Et surtout, il y a une voie qui traverse pour aller vers les États-Unis. Donc, il y a une peur des conséquences d'un régime qui serait instable et qui ne serait pas accepté, dont les résultats des élections ne seront pas acceptés, non pas par l'opposition, mais par la population et les citoyens. La population. Et qu'est-ce qu'on peut dire, pour rester dans les réactions internationales, de la position de la Chine et de la Russie? Je pense que c'est des réactions. Bon, la Russie, ils ont félicité, ils n'ont pas, ils ont dit c'est-à-dire ils ont félicité le candidat ou le président sortant, c'est-à-dire sa reconduite, mais il n'y a pas eu un grand commentaire sur ça. Non, il y a eu juste des félicitations. Il y a d'autres pays aussi, donc
qui ont félicité donc, des pays aussi au niveau de l'OPEC, au niveau des producteurs du pétrole et de gaz. Et cette transparence qui est remise en cause, est-ce que est-ce qu'on peut réellement recompter des voix? Est-ce que c'est une solution réellement envisageable et qui peut être appliquée? Oui, moi sincèrement, si le président sortant il est sûr d'avoir gagné, parce qu'au recomptage des voix, il se fait avec des surveillants internationaux, donc s'il est sûr des voix qu'il a eues, il est sûr des bulletins qui ont voté pour lui, donc des 5,5 millions, un recomptage n'est pas difficile, ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait parfois dans certains pays, ça s'est fait dans des pays en Afrique. Un recomptage, au contraire, c'est une manière d'aller vers d'accepter la démocratie, d'accepter le conflit politique. Et puis de légitimer cette victoire. Voilà, d'avoir une victoire légitime. Au niveau de la rue, aujourd'hui, vous l'avez dit, la rue qui se mobilise, donc la population, vous l'avez dit, qui est très pauvre, la crise économique, l'inflation, et qui est un petit peu étranglée par la situation, qui s'attendait peut-être à un changement, et donc qui est descendue dans la rue. Est-ce que la rue peut faire pression aujourd'hui? C'est la troisième fois que le président est réélu, c'est la troisième fois qu'il y a opposition à cette élection. Donc, qu'est-ce qui change par rapport aux deux précédentes élections? C'est peut-être la troisième de trop. Maintenant, la rue, avant d'avoir la mobilisation collective, il faut se poser, les militaires, ils sont avec qui? Parce que c'est ça ce qui va déterminer la position de la rue, la mobilisation collective. Est-ce que les militaires vont agir avec le pouvoir en place, qui a été reconduit, ou bien ils vont jouer la neutralité, c'est-à-dire jouer leur rôle de protection donc, de l'intégrité de leur pays, de leurs frontières. S'ils vont aller protéger le régime, c'est-à-dire qui a été reconduit, ça, on ne peut pas savoir, ça peut donner vous avez parlé d'un mort, peut-être des mobilisations collectives ça dépendra je dirais, de la peur que va susciter chez la population cette mobilisation collective au vu de ce qui s'est passé auparavant, donc les deux dernières fois. Il y a le choix pour la population, ce qui est sûr qu'il y aura beaucoup d'émigration. Si le régime reste en place, il y aura un grand nombre de personnes qui vont choisir l'immigration. Maintenant, la rue, ça dépendra des militaires, c'est-à-dire les militaires est-ce qu'ils vont tenir le bâton, c'est-à-dire entre les deux, au milieu, ou bien ils vont être, et s'ils le tiennent au milieu, ça serait une bonne chose pour un pays quel qu'il soit, pour trouver une solution politique, parce que c'est toujours, quand il n'y a pas les urnes, il y a d'autres problématiques, des guerres civiles fratricides qui peuvent éclater dans ce pays et qui peuvent avoir l'impact sur les pays voisins aussi. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais si on pouvait essayer d'anticiper ce qui va se passer, voir comment l'évolution politique au Venezuela quels sont les scénarios possibles, on l'a dit, les militaires qui peuvent prendre le bâton au milieu, et donc éventuellement que toutes les voix comptent, que ce soit la rue ou celle du président sortant, ou la possibilité peut-être d'un recomptage des voix pour plus de transparence et pour légitimer cette élection. Peut-être, mais il faut vraiment que le président sortant ou le régime accepte ce recomptage, parce que quand même c'est beaucoup de voix c'est-à-dire de voix dans la communauté internationale, même des pays proches du Venezuela demandent ce recomptage. Et quel risque économique pour le pays qui est déjà étranglé aujourd'hui, qui vit déjà une inflation qui est grandissante, on va dire? Je dirais la banqueroute pour un État, c'est-à-dire la banqueroute pour un État, c'est un État qui déjà vraiment qui souffre économiquement. C'est un pays qui a des ressources, mais il y aura aussi des sanctions. Parce que quand on parle de la communauté internationale, il va y avoir certainement, s'il n'y a pas recomptage, des sanctions de par peut-être les Nations Unies, par les États-Unis qui préparent déjà des sanctions. Ils ont déjà des sanctions par rapport à ce régime et il y aura peut-être d'autres sanctions. Des sanctions qui ont été levées et qui vont être reconduites pour le coup. Mais est-ce que ça va freiner le président sortant ? Peut-être qu'il va rester au pouvoir, mais ça dépendra. Enfin, c'est une équation difficile. Il y a la population, il y a la pauvreté, il y a la population qui est déjà sortie dans la rue, qui a exprimé ses voix dans les sondages, qu'il voulait un changement.
Maintenant, un changement, il y a une théorie de la frustration relative dans les sciences politiques. Est-ce que cette frustration relative est arrivée à bout pour réellement aller dans la mobilisation collective et demander un changement, non pas par les urnes, mais par la rue? On le verra en tout cas dans les semaines qui viennent. Merci à vous, Monsieur Ali El-Harechi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences juridiques, économiques et sociales de Mondiapolis. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour l'invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.